À quoi ressemble une personne imaginative? Est-ce qu'elle a des lunettes rondes et colorées, des chaussettes dépareillées, le regard amusé? Une petite rime, ça n'a jamais fait de mal. Mais là, il me semble que ça manque un peu d'imagination, mon affaire. En fait, je suis sûre que la personne imaginative que je suis en train d'essayer d'imaginer saurait m'aider à me sortir de tous ces clichés en faisant appel précisément à son imagination. Et je pense que c'est ça, le super pouvoir des personnes imaginatives. Elles nous permettent de dépasser les clichés, d'aller au-delà des lieux communs et d'imaginer des solutions même quand la situation est des plus alarmantes et ou déprimantes. Bon, là, ça va être le moment où j'use de mon imagination et où je fais semblant de ne pas déjà savoir ce qu'il y a dans le coffre. Des taches d'encre du test de Rorschach. Ça, à la base, c'est un test de personnalité qui a été inventé au début du 20e siècle. En faisant appel à l'imagination du patient, c'est comme si on était capable de court-circuiter ses réponses analytiques et d'être en contact plus direct avec son système limbique et donc de tirer certaines conclusions sur sa personnalité. Moi, j'ai toujours l'impression de voir un genre de scarabée ou une grenouille sur celle-là. Je sais pas ce que ça dit sur moi. Vous voyez quoi? Mais en fait, là, je vous propose de laisser tout ça mijoter et entre-temps, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis le fils d'immigrants des Pays-Bas. Ma famille n'était pas particulièrement musicale. Autour de 15-16 ans, je voulais faire de la musique. On n'avait pas la place pour un piano, puis j'ai demandé à mon frère de me prêter sa guitare, puis il y avait un harmonica, il m'a passé l'harmonica à la place, puis j'ai commencé à gosser avec ça, puis trouver des petites mélodies, mais je savais pas vraiment quoi faire avec. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Quand j'étais à l'université, il y avait un musicien qui jouait dans le café une soirée. Il chantait, il jouait de l'harmonica. C'était comme une des premières fois que j'ai entendu un vrai harmoniciste jouer, puis c'était « Wow! Comment tu fais ça? » J'étais vraiment émerveillé. Et c'était finalement juste à ma quarantaine que j'ai commencé vraiment à prendre ça sérieux, puis j'ai décidé que je voulais faire quelque chose avec ça. Je m'appelle John Kerkhoven. Je suis un musicien, d'abord harmoniciste. Je suis aussi écrivain, philosophe, poète. Ça fait 2 ans que je suis ici, donc peut-être maintenant je suis plus nouvel arrivant et je suis juste matané. Donc nous sommes matanais maintenant. Voilà. Je faisais plus de blues à Montréal. J'avais un projet blues et jazz. Depuis mon arrivée ici, je me suis mis beaucoup dans la musique traditionnelle québécoise. Donc, je deviens de plus en plus québécois, français, à chaque jour, ce qui est le fun quelque part. J'aime ça beaucoup. Je joue de la musique traditionnelle. Je suis en train d'apprendre des chansons à répondre. J'ai un projet qui est développé. J'ai fait des prestations pour des années que je trouve super valorisant et bien le fun. Meryl Blanchette. J'ai rencontré ici Olivier Garot avec Frédéric Bovin, qui est un acteur. On a monté tout un spectacle. C'est amener ma musique et l'improvisation dans un contexte littéraire et théâtral. Frédéric, c'est lui qui interprète les textes. Et c'est les textes des autrices de la région, des textes un peu vrais, un peu imaginaires. Tout ce qu'on fait, c'est pour vraiment donner de la vie à ces textes. Les portes sont grandes ouvertes à la créativité. J'étais très énamouré de
de l'écriture de Henry David Thoreau quand j'étais jeune. C'est l'écrivain américain qui écrivait juste avant la guerre civile. Il a construit une petite cabane à côté d'un étang, pas loin de Concord, Massachusetts. Il a passé 2 années là, plus ou moins en solitude. Il retournait au village régulièrement, mais il nous encourageait de vivre simplement. Une vie simple, c'est tout. Il dit, on peut avoir tout le bonheur qu'on veut si on peut vivre de façon simple et sage. Donc ça a resté avec moi. Et je pense pour vivre artistiquement, il faut être capable d'être très débrouillard et très créatif, trouver des façons de simplifier la vie. Peu importe la discipline, il faut se réinventer. Il faut être créatif juste pour être capable de poursuivre son art, je pense. Je passe ma journée à imaginer des choses tout le temps. S'il y a des gens qui sont limités dans leur imagination, c'est dommage pour eux, mais chaque jour, on voit quelque chose de nouveau. La musique, c'est le rythme, l'harmonie et la mélodie et la couleur qu'on peut ajouter. C'est juste ces éléments-là, mais c'est à trouver comment, avec son corps et un instrument, mettre toutes ces choses ensemble pour que ça touche quelqu'un d'autre. Je pense que je devais avoir 3-4 ans, puis dans la cour, chez nous, j'étais l'amie des insectes. Là. Moi, là, j'étais assise dans le gazon, puis là, j'allais voir les petits insectes, puis ça devenait mes amis, puis je les faisais promener sur moi, les chenilles, les fourmis, peu importe, tu sais, j'avais pas peur. C'était comme, tu sais, si, mettons, on décide, on va aller prendre une marche ensemble, là, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses oups, Chantalou est plus là. J'étais en train de prendre en photo. Tu sais, des fois, ça va être juste comment que les feuilles sont placées. Ben pour moi, ça a l'air d'une maison de fées. Fait que je trouve ça magique, là, tu sais. C'est ça, les insectes, les fleurs, les oiseaux. Fait que ça me passionne. Moi, c'est Chantalou. J'ai toujours été comme éducatrice auprès des enfants. Puis après ça, ben ça s'est transformé. Ça fait 2 ans et demi là, que je suis à Portneuf, puis c'est un grand coup de cœur. Là. Je suis tombée en amour. C'est vraiment une belle place. Les gens sont magnifiques aussi. En gros, je suis une passionnée de création, mais surtout de la vie. Mon projet, ça s'appelle C'est commode. Donc, je fais du relooking. Je fais le tour des encombrants de Portneuf, là. Je me promène, puis des fois, il y a des super de beaux trésors au chemin, puis je ramasse. Puis des fois, c'est juste pour donner à quelqu'un d'autre sans le transformer. Puis d'autres fois, ben, j'ai une inspiration, puis pouf, là, je le transforme. Puis là, c'est ça, je le mets sur la page Facebook, C'est commode. Puis peut-être que ça va donner le goût aux gens de oser. Donner une nouvelle utilité à un meuble. Ça aussi, je trouve ça trippant. Là. Tu sais, un gros buffet qui a été sectionné en 2. Le haut peut devenir un porte-soulier. Le bas, c'est un îlot. Après ça, on prend un dessus de notre table pour mettre... On prend les pattes d'une autre, on met ça sur un coffre. Ça, je trouve ça trippant. Si ça peut donner une petite poussée aux gens pour dire « Hey, OK, au lieu de le laisser dans le garage ou finalement de le mettre au chemin, hey, pourquoi qu'on le mettrait pas, tu sais, avec les couleurs de chez nous, puis on va l'utiliser, puis... » C'est comme nous dans la vie, dans le fond, là. C'est jamais fini, là. Tu sais, quand il y a quelque chose qui... On pense que c'est un obstacle, dans le fond, bien, peut-être que c'est parce que ça peut nous amener ailleurs. C'est un peu ça aussi, les meubles. Je parle souvent de magie de la vie, là, mais sérieusement, quand je vais faire la tournée des poubelles, là, je fouille dans les poubelles, la tournée des encombrants, bien souvent, moi, je me dis, OK, je m'ouvre aux surprises. Ce qui est étonnant, c'est que quand c'est des amis qui me demandent « OK, ben là, dans tes tournées poubelles, là, si, admettons, moi, je me cherche un paravent, est-ce que tu pourrais me le relooker? » Bien, 5 binettes, ça fonctionne.
Là, j'arrive à une place, je trouve le paravent, je fais comme, hey, c'est fou comment que la vie t'amène ça là. Voilà! Depuis que j'ai 12 ans, je pense que j'ai un appareil photo. Puis, je faisais finir les photos, j'écrivais des poèmes dessus. Avec mes enfants, là, quand j'avais pas, je sais pas pour quelle raison, j'avais pas d'appareil photo, ben là, il y avait quelque chose de waouh, on venait de vivre quelque chose de magnifique. Puis là, je leur disais, OK, let's go, on prend une photo, puis on met ça dans notre mémoire. Ça représente d'essayer d'être dans le moment présent. C'est pas toujours facile, mais des fois, on y arrive. Puis quand on arrive, on fait comme, hey, OK, là, je suis dans le moment présent. Wow! Je me dis, est-ce que j'aurai la chance d'avoir un autobus, exemple? Je pourrais peut-être me promener. Je pourrais avoir dans cet autobus-là mon atelier de transformation de meubles, puis un espace pour tout simplement aller dans les écoles, puis montrer aux enfants, tu sais, des vieilles affaires, mettons, que j'ai trouvées au chemin, mais qui regardent qu'est-ce que ça peut donner, puis leur donner la piqûre de « Hey, je vais créer, puis je vais essayer telle patente ». J'ai une petite montgolfière. Ça aussi, ça fait très longtemps que j'avais acheté ça dans un marché aux puces. C'est comme un thème, cette montgolfière-là. C'est comme d'être capable de se gronder à la terre, là, de se recentrer, mais en même temps, ben, c'est une montgolfière. Donc, en même temps, ben, même si on est grondé, ben, on est capable quand même de toucher les étoiles. L'imaginaire, pour moi, c'est aussi la réalité. Je trouve que quand on laisse la place à l'imaginaire, en fait, on crée notre réalité. C'est juste par, mettons, les petits trucs transformés, bien, l'imagination devient réelle. Là. Est-ce que tu es quelqu'un qui utilise beaucoup son imagination dans la vie, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, je me crée des histoires dans ma tête. Puis dans ma chambre, je fais des bracelets, puis je fais beaucoup de dessins. Je trouve que les couleurs, ça rappelle les émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotions, puis les couleurs, ça se relie aux émotions. C'est quoi les émotions que tu vois là-dedans? Il y a tristesse, dégoût, amour, peur. En commençant, c'est un papillon. OK, un papillon intéressant. Oui, mais c'est ça. On y va avec un papillon. Je vois ici comme une girafe, je vois un ours, puis ici, je vois l'intérieur du corps humain. Dans la vie de tous les jours, je respire les couleurs aux besoins que j'ai. J'adore. C'est inspirant. Hier, on a checké les nuages. Ah! Oui, c'est vrai, en famille, on était dehors et on regardait qu'est-ce qu'on voyait dans les nuages. Puis qu'est-ce que vous voyez? Des voitures. Ah, OK. Puis mon père, il a trouvé un dragon. Puis quand elle joue aussi, hein, beaucoup d'imagination parce qu'elle joue pas beaucoup avec les jouets, mais avec son imagination et des petits bonhommes, hein? On est à L'Islet-sur-Mer. Je vis ici depuis 6 ans, bientôt. Je peins à l'huile essentiellement. S'il devait y avoir une thématique globale là, qui définit ce que je fais, c'est sur la mémoire. Là, je regarde la toile que j'ai en face de moi qui découle en fait d'un projet que j'ai initié l'année dernière sur l'intelligence artificielle. C'est comme une mémoire collective, l'intelligence artificielle. Ça va puiser dans toutes les références d'images qu'il y a dans le monde entier. Donc j'ai commencé à lui demander de me générer des images de statues. Puis assez rapidement, l'outil a commencé à me sortir un bras en plus, une jambe en plus, enfin des trucs un peu bizarres. Et je me suis dit, OK, j'ai 2 choix. Soit j'essaye de rectifier le tir et lui demander de me faire une statue parfaite, mais qui sera finalement à mon image à moi. Soit je décide de surenchérir là-dessus et de jouer de ces anomalies-là. J'ai décidé de rentrer en co-création avec l'intelligence artificielle. Ces références-là, je les ai peintes, je les ai modifiées à mesure que je les peignais. Qu'est-ce que ça m'inspire imaginatif? Je crois que c'est s'autoriser à sortir du cadre. C'est ça, être imaginatif. Je m'appelle Tania Ilion, je suis artiste peintre et je travaille autour des visages.
J'ai grandi en Normandie. Mon père est expatrié au Bangladesh quand j'étais toute petite. Il travaillait pour les moteurs de la fusée Ariane. Donc il vivait à l'étranger la plupart du temps, puis on se revoyait pour les vacances. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de voyages très jeune. En Chine, au Népal, au Bangladesh, en Thaïlande. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde. Puis je sais pas si c'est lié à ça, mon amour des visages. Quand j'étais petite, je comprenais pas ce que disaient les gens. Déjà parce que je parlais pas ma langue, mais par contre, beaucoup de choses passent par le regard, par l'émotion, puis on arrive toujours quand même à se faire comprendre, même quand on parle pas une langue. Donc c'est un sujet qui est inépuisable parce que tu pourrais peindre le même visage tous les jours, toute une vie, t'aurais jamais le même résultat, quoi. La prosopagnosie, c'est une maladie neurovisuelle qui touche 2 à 4% de la population. Et c'est un trouble qui empêche la reconnaissance des visages. Donc je te vois, mais je sais pas qui tu es. Ils arrivent à voir les visages, ils arrivent même à décrire ton visage. Mais en fait, ils sont pas capables de faire la somme de ce qu'ils voient et de l'associer à une personne. C'est vraiment un handicap social qui est énorme parce qu'on interagit tous les jours avec des gens. Ça crée des problèmes dans les interactions du quotidien. Quand tu croises ton collègue tous les jours et que tu arrives à le reconnaître dans le milieu du travail, mais que tu le croises au supermarché en fin de semaine et que tu n'es pas capable de le reconnaître, ben là, la personne va le prendre très très mal, personnellement. On ne se rend pas compte, mais ça touche quand même une grande partie de la population. Donc avant, quand quelqu'un me disait pas bonjour, souvent j'avais le réflexe de me dire ok, il me snob, il est pas cool. Et aujourd'hui, là, je mets pas de jugement aussi rapidement. Là, je me dis bon, ça se trouve, il le sait pas, mais il est prosopagnosique. C'est pas quelque chose qui est vraiment connu de la population. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est quand Brad Pitt a annoncé qu'il souffrait de prosopagnosie. Puis là, je me suis dit, mais comment il fait? Il est acteur. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils l'ont, hein. Certains vont l'avoir de naissance, d'autres vont l'avoir suite à un accident, un AVC, un accident de la route, une chute. C'est venu me chercher là profondément, puis je travaille dessus en collaboration avec un neuropsychiatre. J'ai pu avoir accès à des documents scientifiques, je rencontre des personnes souffrant de prosopagnosie. Je voulais essayer de représenter de la façon la plus réaliste possible ce que voyaient ou ce que ne voyaient pas les prosopagnosiques. Puis en cheminant, je me rends compte que j'arriverai jamais à décoder la vérité même de ce trouble-là. C'est un cheminement puis qui m'amène aussi à aller chercher quelque chose d'autre que juste la pure représentation d'un visage. Ça vient vraiment chercher des choses assez personnelles. Je suis allée chercher des photos de ma mère. Il y a certains tableaux où je fais disparaître complètement les visages, donc sur les cadrages. C'est d'essayer de peindre des émotions, vraiment. Je me dis, mais ok, qu'est-ce qui est important dans cette image? Qu'est-ce qui me touche? C'est la façon dont elle me soutient, sa main qui vient toucher la main du bébé. C'est juste, on n'a même pas besoin de voir le regard de la mère, on sent la bienveillance juste dans le geste. Finalement, pour un prosopagnosique, un visage en vaut un autre. C'est pas ça qu'il regarde, c'est pas le visage. J'ai eu une personne qui m'a dit, quand je vois quelqu'un, je vois son âme. Et elle me dit, j'ai rencontré des jumeaux qui sont strictement identiques, tout le monde les confond. Moi, je suis capable de distinguer tout de suite qui est qui, parce que je vois leur âme.